Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Al24 News. C'est l'heure d'Eco-Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de débat autour de l'actualité géoéconomique mondiale. Nous vous emmènerons dans les montagnes suisses pour revenir sur le World Economic Forum de Davos, qui réunit chaque année le Gotha des décideurs mondiaux. Il vient d'ailleurs de fermer ses portes avec, selon les observateurs, un sentiment d'inachevé. Les experts sont restés un peu sur leur faim en ce qui concerne les questions économiques abordées, notamment les nouveaux enjeux liés à tout type de sécurité sur le plan économique. Davos 2023, on en débat juste après ça. Alors pour disséquer le Davos, Eco-Hebdo a le plaisir d'accueillir en direct depuis Oran le professeur Abdelrahman Mebtoul. Vous êtes expert économique international. Merci, bonsoir et merci d'être avec nous, professeur. Et depuis Genève, justement, nous rejoint également le docteur Arslan Chikhaoui. Vous êtes également expert économique et membre du conseil consultatif des experts du Forum de Davos depuis 2010. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Bonsoir et je vous remercie de votre aimable invitation. Tout le plaisir est pour nous. Avant de lancer ce débat qui s'annonce d'ores et déjà passionnant, retour sur quelques déclarations phares lors du WEF 2023. Rétablir la confiance signifie une action climatique significative et une action climatique maintenant. La bataille pour maintenir la limite de 1,5 degré sera gagnée ou perdue au cours de cette décennie. Montre en main, et en ce moment, nous devons avouer que la bataille est en train d'être perdue. Nous devons agir ensemble pour combler les écarts des émissions et cela signifie éliminer progressivement le charbon et accélérer la révolution des énergies renouvelables pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles et pour arrêter notre guerre autodestructrice contre la... Frappé plutôt par une certaine cécité du forum de Davos, c'est-à-dire que plein de panels sur tout un tas de sujets, mais un seul en tout et pour tout sur la fiscalité et les inégalités. Et je pense que même du point de vue de l'intérêt des gens qui sont représentés à Davos, des grandes entreprises multinationales, de leurs actionnaires, ils ont tort, fondamentalement tort d'ignorer ces problèmes. Ma plus grande préoccupation est que quelque chose qui en principe est très bon pour accélérer la transition vers l'économie verte en utilisant l'argent public pour intensifier l'investissement privé. C'est ce que font les États-Unis. C'est ce que nous venons d'entendre de Bruno. L'Europe fait pourrait desservir les marchés émergents et le monde en développement. Nous avons également décidé de ne pas attribuer de nouveaux contrats d'exploration pétrolière et gazière. Cela a bien sûr été très controversé au niveau national. Mais pour nous, c'est un signal clair de notre engagement dans la lutte contre le changement climatique. Car nous savons que cette décision, qui est une décision planétaire, est absolument urgente et nécessite une action immédiate. La question est maintenant de savoir comment la remplacer dans le cadre budgétaire à moyen terme. Allez, top départ pour le débat et l'on va commencer avec vous, professeur Mebtoul. Bonsoir à nouveau. Quels ont été les enjeux de l'édition 2023 du Forum de Davos? Bon, vous savez, comme vous venez de le présenter, après 2 années d'annulation due à la pandémie du coronavirus, selon les propos du secrétaire général de l'ONU lors de son intervention, le monde est dans un triste état, un monde assali par des défis complexes et interconnectés, une tendance inquiétante à la division se dessinant où ces dernières années, les niveaux de collaboration mondiale ont diminué et le double choc de la pandémie du Covid-19 et de la crise ukrainienne ont accéléré cette tendance. Cependant, malgré le rapport pessimiste de la Banque mondiale et du FMI du 10 janvier 2023, qui prédit une décroissance de l'économie mondiale pour 2023, la réunion de la 53e Forum économique mondial s'est pourtant achevée le 20 janvier 2023 avec une note d'optimisme, alors qu'au début de la semaine, c'était le pessimisme qui prédominait. Oui, bon, ça, effectivement,
d'après tout ce que j'ai pu collectionner, et avec de nombreux amis qui étaient présents effectivement à ce forum, ce sommet a abordé 4 axes directeurs qui concernent la situation et les perspectives de l'économie mondiale. Le premier axe a été l'impact de la pandémie, où pour 2020, la Banque mondiale évalue une perte cumulée de 10 000 milliards de dollars par rapport à la situation qui aurait prévalu sans pandémie. Le deuxième impact, ça a été le conflit de la Russie-Ukraine via l'Occident, qui a dominé ce sommet où pour l'OCDE, dans son rapport de mars 2022, ce conflit pourrait amputer l'économie mondiale d'environ 800 milliards de dollars. Le troisième axe a été l'impact du réchauffement climatique, qui est un défi majeur pour le XXIe siècle qui menace l'avenir de l'humanité, où selon un nouveau rapport publié par les Nations Unies, le changement climatique coûtera à l'économie mondiale, regardez bien ce chiffre, oui, 178 000 milliards de dollars au cours des 50 prochaines années, ouais, soit une réduction de 7,6% du produit intérieur brut. Mais si on maîtrise effectivement le réchauffement climatique, cela pourrait engendrer une croissance positive. Et enfin, le dernier volet qui a été adopté, c'est l'impact du modèle économique mondial actuel sur les inégalités sociales, oui, tant dans les pays développés et dans les pays en voie de développement, ainsi que les conflits armés au niveau des différents continents qui, effectivement, accroissent la pauvreté. Et comme vous venez de le montrer, effectivement, l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, la, oui, corruption, et tout cela qui accroît effectivement avec une gouvernance tant mondiale que locale, mitiger les inégalités sociales, et on le voit à travers toutes les tensions que l'on constate. Voilà un peu les 4 axes directeurs qui ont été abordés lors de ce sommet. Très bien, merci. Entrée en matière, donc tout en chiffres pour vous, professeur Mebtoul. Arslan Chikhaoui, le Forum économique de Davos 2023, vous y étiez. Quels ont été justement les enjeux de l'édition 2023, à la fois sur le plan économique mais également géopolitique ? En réalité, les discussions, ou au regard un peu des discussions au forum de Davos, je peux affirmer vraiment sans ambiguïté que le paysage mondial s'achemine vers une cartographie géopolitique et géoéconomique multipolaire, et qui de toutes les façons se dessinera avec toutes ces certitudes et ces incertitudes. Donc je pourrais dire plutôt ces certitudes relatives et ces incertitudes. Il est clair que les défis sont liés, ou les enjeux du forum ont été et sont liés essentiellement aux conséquences et à l'impact à court terme et à moyen terme de la crise politico-militaire russo-ukrainienne, mais également l'impact de la crise pandémique du Covid-19. Ces points ont été largement abordés et en réalité, nous avons constaté au forum de Davos que le monde est en train d'expérimenter la décroissance, mais surtout que les enjeux immédiats sont essentiellement liés à la récession, une récession mondiale. Nous sommes incontestablement en train d'assister à un passage à une nouvelle ère. Et cette ère-là est incontestablement une ère multipolaire et non plus une ère unipolaire. Et donc, dans ce contexte, il y a l'émergence d'un certain nombre de pays qui vont être
des facteurs clés dans le développement économique et à terme, bien sûr, et dans le relèvement de la croissance, donc passer d'une décroissance à une croissance. La question en réalité qui s'est posée, qui continue à se poser, et que je reposerai et que les experts du forum de Davos se posent, c'est que donc l'interrogation est que est-ce que la montée de la Chine et de l'Inde qui font un petit peu cette poussée géoéconomique, cette nouvelle poussée géoéconomique et géopolitique, se fera sans tension. Et en réalité, toute la question est là. Quel est le défi de demain? Allons-nous assister à des tensions à des tensions intenses du fait qu'il y a une montée de deux pôles ou je dirais de trois pôles asiatiques qui sont la Chine, l'Inde et la Turquie. Très bien, docteur. Merci également pour cette entrée en matière tout en philosophie. Pour vous, professeur Mebtoul, parmi les questions justement soulevées lors de ce forum figure celle de l'inégalité sociale, l'inégalité des chances. Vous y avez fait allusion au niveau des richesses, y compris sur le volet fiscal, et ça a été le plus important. Qu'en pensez-vous, professeur? Bon, avec le sommet, effectivement, a abordé l'impact de la crise économique mondiale sur les différents pays. On peut dire, c'est que d'après ils ont repris en gros un peu comme document le rapport de la Banque mondiale qui a été publié le 10 janvier 2023. Et où la croissance de l'économie mondiale devrait s'établir à 1,7% en 2023, puis à 2,7% en 2024, qui anticipant un ralentissement marqué généralisé, effectivement, de 70% des économies de marché émergentes et en développement. Et comme effectivement, comme conséquence aussi la crise de l'Ukraine, vous savez que ça a été rappelé il y a plus d'un mois et demi dans vos différentes émissions, c'est que cette crise, les tensions entre l'Ukraine et la Russie, et n'oublions pas l'Ukraine et la Russie représentent 33% des exportations mondiales alimentaires. Ça a un impact de l'inflation, ce qui a expliqué d'ailleurs le déplacement du président de l'OUE à Moscou et effectivement le déblocage de la Turquie pour pouvoir effectivement éviter cette misère, notamment en Afrique subsaharienne, et dont l'Égypte est totalement touchée. C'est très très important. C'est que cette crise, la Chine et l'Inde, lors d'une réunion avec le président Poutine, ont mis en garde effectivement la prolongation de cette guerre, parce que ça remet en cause la croissance de l'économie chinoise et indienne. N'oublions pas qu'ils ont plus de 1,4 milliard d'habitants et qu'il leur faut un taux de croissance de 8 à 9% par an pour atténuer les tensions sociales, surtout de la Chine, où un rapport récent de Pékin dit que ces tensions remettent en cause même la route de la soie et l'émergence effectivement des BRICS, parce que les BRICS représentent actuellement 25% du PIB mondial et à peu près 40% de la population mondiale. Et bon, ils devraient être rejoints effectivement par un bon nombre de pays, dont la candidature de l'Algérie en août 2023. Et d'autres pays, mais le grand problème, c'est que cette décroissance de l'économie mondiale remet en cause effectivement ces prévisions que le BRIC pourrait supplanter l'Occident, qui représente actuellement en 2022 40% du PIB mondial pour moins d'1 milliard d'habitants, si on prend l'Europe avec la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Donc cette crise mondiale a entraîné une inflation très très importante qui a atteint presque 9%. On prévoit une décroissance de l'inflation pour 2023. Et tout ça, ça creuse effectivement les inégalités tant dans les pays développés
que au niveau des pays en développement, des pays en voie de développement, en oubliant que surtout l'Afrique subsaharienne qui connaît une misère croissante. Donc la croissance économique mondiale est déterminante pour pouvoir effectivement que certains pays émergents puissent être effectivement puissent croître leur croissance. Moi, je vous donne un chiffre. Je viens de travailler sur ce dossier. C'est que la croissance des exportations chinoises sont fortement dépendantes des États-Unis d'Amérique et de l'Europe. Oui. Donc, bon, avec une grande percée pour la Russie. Oui. On estime à plus de 170 milliards de dollars d'échanges pour 2022. Mais dominé par les hydrocarbures avec un déficit commercial au profit de la Russie. Oui. Donc, ce qui fait que le sommet a abordé, ce n'est pas uniquement, je ne sais pas si vous avez eu le rapport de 2022, le rapport du World Economic Forum avait déjà mis l'accent sur effectivement ce dossier des inégalités sociales. Hein. C'est très important. Donc, il n'a fait que réitérer le rapport qu'il a émis en 2022. Très bien, professeur. Docteur Chikhaoui, les défis que vous venez d'exposer en compagnie du professeur Mebtoul ont été justement débattus à Davos. Est-ce que des solutions aux problèmes évoqués ont pu émerger ? En fait, la question de comment faire face à ces défis et à ces défis a été quand même au centre des discussions. N'oublions pas que les discussions au Forum de Davos se font sur la base du travail qui est fait en amont par les conseils consultatifs d'experts et les rapports d'experts. Donc, en réalité, en gros, il y a des échanges au niveau du Forum de Davos de points de vue, mais qui sont tous conditionnés, je dirais, par des rapports qui ont été préétablis par les experts du forum. Et donc, pour revenir un petit peu à cette question-là, comment faire face un peu aux défis majeurs qui se dessinent à court et moyen terme, notamment, c'est essentiellement de passer d'un mode individualiste auquel nous avons assisté depuis pratiquement un quart de siècle vers un mode plus coopératif, donc de coopération inclusive. L'émergence de ces nouveaux pôles géoéconomiques, à l'exemple des BRICS, va devoir inciter un petit peu une coopération multilatérale, mais également des coopérations bilatérales. Je dirais, pour utiliser le mot consacré, je dirais d'égal à égal. Et aujourd'hui, je pense que les participants du forum de Davos ont bien compris qu'il n'est plus que nous sommes dans une déglobalisation, même si ça n'a pas été dit de manière explicite. Nous sommes rentrés dans une phase de déglobalisation et de la disparition progressive d'un monde plutôt individualiste. Rappelons-nous que durant plus d'un quart de siècle ou un quart de siècle, je dirais une génération, nous avons assisté à un monde qui était basé ou qui tenait sur trois piliers, l'individualisme, l'égoïsme et le matérialisme. Donc ces trois facteurs ont fait que il y a eu un déséquilibre et par conséquent ce déséquilibre nous a amené à faire face à des crises multiples d'ordre multiple docteur. Et qui sont très bien, docteur. Merci, docteur
Chiraoui, professeur Mebtoul, un rapport publié dernièrement justement par le Forum de Davos a salué l'expérience algérienne en matière de sécurité alimentaire. Quel regard porter à Davos sur l'Algérie, un pays qui se recentre dans le jeu géopolitique mondial en se basant notamment sur une nouvelle approche en matière de partenariat économique bilatéral ou encore multilatéral? Brièvement, si vous le voulez bien, professeur. Bon, d'une manière générale, il fallait pas attendre ce rapport de Davos, puisque les différents rapports provenant tant des États-Unis que de l'Union européenne saluent la résilience de la politique algérienne, qui est un acteur stratégique et déterminant de la stabilité de la région méditerranéenne africaine, grâce aux efforts importants de l'ANP, de nos forces de sécurité, qui, effectivement, à travers la protection de ses frontières, protègent en même temps l'Europe. Hein. Oui. Donc, en ce qui concerne effectivement l'économie, c'est que tout cela est lié effectivement au réchauffement climatique. Vous voyez le discours du président des États-Unis hier seulement, où il dit que ça va menacer la majorité de l'humanité. L'Algérie, c'est un pays aride. Elle a pris effectivement ses précautions. Il y a un dynamisme effectivement dans l'agriculture. Le gouvernement a pris ses précautions pour constituer les stocks de céréales. Il a prévu cela il y a de cela plusieurs mois pour éviter effectivement des tensions alimentaires. D'un côté. Donc effectivement l'Algérie. Mais là, quand même, il faudrait qu'on termine par une note un peu d'optimisme. Hein. Parce que malgré le rapport pessimiste de la Banque mondiale et du FMI, c'est que le sommet, pour revenir au sommet de Davos, il signale que la réouverture de la Chine avec des perspectives de reprise vigoureuse, une bonne résilience des USA qui avait atténué la crise mondiale, la zone euro ou la BCE, la présidente de la BCE, a mis en relief effectivement une activité bien meilleure qu'initialement redoutée. Et le chancelier allemand avait également reconnu que son pays avait tenu en 2022, en dépit de certaines anticipations négatives, effectivement un bon score et que pour 2023 il n'y aurait pas effondrement. C'est que la venue le 17 janvier du vice-ministre chinois et sa rencontre avec la secrétaire au Trésor américaine, qui lui a fait part de son intention de se rendre prochainement en Chine, a rendu optimistes les acteurs économiques lors du sommet de Davos, signe d'un apaisement des deux locomotives USA et Chine du commerce mondial. C'est que la rivalité entre ces deux grandes puissances, notamment après la visite de la rapidement, professeur, si vous le voulez bien. Taïwan, a envenimé les tensions. Donc, regardez, c'est que il n'y a pas que c'est que le sommet s'est terminé par un optimisme relatif. Relatif, en effet, c'est le mot. Relatif. C'est le mot. Et pour le cas de l'Algérie, moi je suis intervenu personnellement dans une revue internationale en Europe et dans des quotidiens algériens. L'Algérie n'est pas dans le cadre, comme l'a dit un ex-ambassadeur, de l'effondrement. L'Algérie connaît des difficultés, comme tous les pays du monde qui connaissent des difficultés avec cette crise mondiale. Elle essaie de les surmonter et l'avenir appartient effectivement à de profondes réformes structurelles pour pouvoir effectivement placer l'Algérie comme un acteur économique incontournable au niveau du bassin méditerranéen, et il en a des potentialités. Merci professeur. Docteur Chiraoui, très rapidement, nous n'avons pas le temps d'aborder la question plus en détail. La même question, la sécurité alimentaire en Algérie, de l'intérieur du Davos, comment c'est perçu ? Merci pour cette question concernant l'Algérie qui est très très pertinente. Et je pourrais dire qu'il a été largement admis au forum de Davos que les efforts consentis par l'Algérie à diversifier son économie et à
adapter sa gouvernance économique au nouveau contexte. Je citerai à titre d'exemple la promulgation du nouveau code des investissements, par exemple, et d'autres actions menées. Lui donne bien sûr à l'Algérie tous les atouts au-delà des avantages comparatifs géographiques pour un positionnement stratégique dans ces aires d'intérêt commun. Ouais. En fait, les experts du forum de Davos reconnaissent que l'Algérie dispose du triple levier énergétique. Très bien, docteur. Minier. Merci, docteur. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de poursuivre ce débat qui, comme je le disais, a tenu toutes ses promesses. Merci à nos experts de nous avoir éclairés sur ces questions un peu techniques. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Eco Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée sur Al24 News.